Les titres du journal. Que les masques refleurissent sur les visages. Le cri d'alerte du gouvernement repris en chœur dans le dossier de la rédaction ce soir. Le prix du relâchement dans un instant. Que la lumière soit Garoua, bientôt illuminée sans délestage grâce à l'annonce de 23 MW en cours d'envoi vers le réseau interconnecté Nord. L'opération est à vivre dans ce 20h30. Que de buts, un véritable festival pour les lions indomptables de la diaspora ce dernier week-end. Donc un doublé de Vincent Aboubakar en Turquie, c'est à voir pour le plaisir en page des sports. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le président de la République l'a dit, le gouvernement le reprend sans cesse. Actionnons donc encore ce soir cette sonnette d'alarme contre le Covid-19. Le port du masque est obligatoire et la deuxième vague de contamination préoccupe toute la planète. La courbe des infections et le taux de létalité remontent progressivement au Cameroun, mais rien n'y fait. Les messages d'alerte du gouvernement semblent laisser la population dans une quasi-indifférence. Les mesures barrières sont pratiquement oubliées. Un relâchement hautement mortel. Les constats à Yaoundé, Barbara Padjama. Un robinet assoiffé, bon à pomper l'air. Par rapport au début de la lutte, leur temps de gloire est passé. Dans cette école primaire, les gestes élémentaires enseignés par le gouvernement comptent déjà des heures d'absence. Qui accusé? Il y en a, c'est cassé. On avait 6 dans notre groupe. Chaque 2 classes, là, un seau avec des savons. Mais on a vu que les enfants sont cassés. Les enseignants crient après les ressources pour s'ajuster. Pour eux, les parents doivent aussi remplir leur fiche de présence. Sur peut-être 70 élèves ou 60, il n'y a même plus 20 qui ont les masques. Et les parents sont aussi fatigués d'acheter 300 francs chaque jour, 200 francs chaque jour. Ce n'est pas facile, les élèves sont négligents. Dans la rue, c'est un défilé d'incivisme et de total relâchement. Devant la caméra, on joue au donneur de leçons. Les masques tombés sont tout de suite relevés. Monstraillés en traversant incognito des points de lavage des mains. Juste quelques têtes isolées sont masquées. Nous constatons un vrai relâchement. Il faudrait que les gens prennent conscience qu'effectivement, nous devons continuer, n'est-ce pas, à respecter les mesures barrières. La distanciation a été noyée dans les bains de foule. Ils disent être fatigués de s'aligner, oubliant que le Covid-19, lui, n'est pas fatigué de contaminer. Fatale négligence parce que le Covid-19 reste présent dans notre environnement de vie. Les malades aujourd'hui guéris peuvent en témoigner et ils disent la virulence de ce coronavirus, même après la guérison, on observe des séquelles extrêmement douloureuses et même handicapantes. Voici la vie très difficile après le Covid-19. C'est un reportage de Elvire Angéline Ebalé. Lorsque le coronavirus n'a pas réussi à les amener dans l'au-delà, la pandémie laisse à ceux qui lui ont échappé des souvenirs inoubliables. Nous avons des patients qui ont des toux chroniques qui persistent. Ces patients sont tellement stressés, anxieux et se demandent est-ce que ce n'est pas un Covid qui persiste jusqu'à présent. J'ai une autre patiente qui a des douleurs thoraciques chez qui on a mis en évidence une péricardite, mais chez elle, cette péricardite, on avait incriminé plutôt une molécule en fait. Nous recevons de plus en plus de cas positifs et ces patients sont nerveux. Ils se disent je ne veux pas revivre la même situation que j'ai eue dans le passé. À ces vies bouleversées s'imposent des défis quotidiens. Et ces patients, lorsque nous les recevons, ça dépend de chacun. Et il y en a que l'on arrive à juste les conseiller, leur faire accepter la situation et prévenir
leur demander de respecter les mesures barrières parce que s'ils ont été infectés une fois, ils peuvent être infectés une deuxième, une troisième ou une quatrième fois. Ils essayent de renforcer surtout leur système immunitaire. Psychologiquement, ils sont beaucoup plus... ils acceptent plus. Des compléments de vie pour éviter de retomber dans les griffes de cet ennemi planétaire. Et nous passons à l'enquête du soir. Nous vous amenons sur les pistes du projet de construction de l'usine de production du bitume au Cameroun. Rappelez-vous, l'idée était évoquée au Conseil de cabinet du 23 mai 2019, en même temps que celle de la production massive des agrégats, des options évoquées pour réduire le coût des travaux routiers. Où en est-on plus d'une année après ces résolutions? Voici des réponses dans cette enquête de Rodrigue Bertrand-Thionon. Le projet de construction d'une usine de bitume a déjà franchi l'étape de l'appel à manifestation d'intérêt et les 9 offres reçues sont en cours d'analyse. Elle ne fonctionnera pas avec le pétrole camerounais, très pauvre en asphalte, qui sert à la production du bitume. 30% seulement, alors qu'un taux minimal de 50% est nécessaire. Et il faudra donc importer l'asphalte des pays dont le brut en est très bien doté, comme le Venezuela. D'où l'option d'explorer d'autres produits stabilisants et de revêtements innovants tels que les déchets plastiques. L'ingénieur de l'État a évangélisé sur le sujet le patronat camerounais vendredi dernier. Je voudrais que le secteur privé, notamment les membres du GICAM, s'organisent à disponibiliser sur le marché national ces matériaux qui ont été agréés pour que nous puissions prolonger la durée de vie des routes en terre, que nous puissions les stabiliser d'une part, et que d'autre part le secteur privé s'organise aussi pour que nous puissions trouver une sorte de substitut de bitume pour continuer à revêtir nos routes. La production locale du bitume et des granulats contribuera à la réduction des coûts des travaux d'infrastructure, à la création d'emplois et à l'amélioration de la balance commerciale. En politique, les élections régionales sont à l'horizon et le directeur général des élections, qui a l'honneur d'inviter les observateurs nationaux et internationaux accrédités pour ces scrutins du 6 décembre 2020 à une réunion d'information sur l'état des préparatifs de ces élections régionales. Ce sera cette semaine, mercredi 2 décembre 2020, au cercle municipal de Yaoundé à 11h précises. Le communiqué est signé par le directeur général Éric Essoussé. À l'Assemblée nationale, on vit la suite de l'oral des ministres devant la Commission des finances et du budget. Faisons donc le point ce soir pour le débat du jour animé par le passage de 7 membres du gouvernement. C'est dans ce reportage de Pulchéri Athé. Le ministre du Commerce a ouvert le bal des auditions ce lundi. Luc Magloire Bagatana défendait une dotation budgétaire de 7 milliards 486 millions de francs CFA. Nos provisions portent sur un environnement amélioré, une certaine revitalisation du multilatéralisme. Nous allons vivre l'opérationnalisation à compter du 1er janvier 2021. De la zone de libre-échange continentale africaine. Le projet de budget du ministère de l'Habitat et du Développement urbain s'élève à 124 milliards 843 millions de francs CFA. Nous avons défendu les priorités d'achèvement de projets de première génération, la poursuite des logements sociaux chers au chef de l'État, mais également la poursuite de la construction des draps. Autre passage devant la commission Ayayi, c'est celui du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Dr Taïga sollicite une allocation budgétaire de 41 milliards 531 millions 886 000 francs CFA. De ce montant sera défalquée la somme de 3 milliards 300 millions de francs CFA au profit des collectivités territoriales décentralisées. Et les pierres de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable a soumis à l'examen des commissaires un projet de budget de 6 milliards 391 millions de francs CFA. La lutte contre le changement climatique et la désertification, la gestion durable de la biodiversité, les pollutions, voilà les priorités auxquelles on va s'attaquer au cours de l'exercice 2021. Avec un projet de budget de 86 milliards 955 millions de francs CFA, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural ambitionne d'améliorer la production. L'une des missions
du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, c'est d'assurer la sécurité alimentaire des populations. La suite des auditions, c'est avec le passage du ministre des Travaux publics et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. La suite du journal dans le Septentrion avec cette bonne nouvelle pour les deux capitales, Garoua et Ngaoundéré, capitale régionale du Nord et de la Damawa, des cités bientôt illuminées à souhait grâce à 23 groupes électrogènes de 23 MW. Ces équipements sont en cours de démantèlement à la centrale thermique de Ahala, c'est non loin de Yaoundé. Au terme de cette opération entamée ce lundi, le déficit énergétique dans ces deux cités sera pratiquement résorbé. Voyons cela avec Cyril Kingembepe. Ce mouvement de conteneurs sera régulier ici au poste de transformation d'Ahala dans la périphérie de la capitale. 23 des groupes électrogènes installés ici vont partir à Garoua, soit 12, Ngaoundéré 8, avec 3 en réserve. Le bassin de la Benoué a connu une mauvaise hydrologie l'année passée, ce qui fait que le réservoir du barrage de Lac d'eau s'est rempli à peine la moitié. Le ministre de l'eau et de l'énergie rassure les destinataires. Nous allons donc démanteler à compter d'aujourd'hui 23 MW. Plus tard, première semaine du mois de janvier, qu'on puisse déjà recevoir les premiers mégawatts supplémentaires pour réduire ces déficits que connaît cette partie du pays. Dès le mois de janvier, l'on devrait passer de plusieurs heures de délestage à un fonctionnement normal avec les 102 MW habituels que consomment les 3 régions septentrionales. Cette densification de l'éclairage public annoncée à Garoua notamment va certainement contribuer à réduire la criminalité dans cette région du Nord. Garoua qui accueillait ce lundi la deuxième étape de la visite de travail du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Dans le Septentrion, il est porteur de l'appel du chef de l'État à plus de vigilance pour des élections régionales et des fêtes de fin d'année en toute sécurité. Oswald Modon. Bien que réputée pour sa quiétude légendaire, la région du Nord fait face à quelques défis d'ordre sécuritaire. Et c'est précisément sur ces questions que le ministre de l'administration territoriale est venu échanger à la veille d'un important scrutin. C'est un chef des armées qui a donné de hautes directives au ministre de l'administration territoriale de s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs de ce scrutin qui est très important dans la vie de la nation. La réunion de sécurité spéciale en présence du gouverneur du Nord et des forces de défense a permis à Paul Atangandji de prendre le pouls de la région, ce qui a le mérite de mieux orienter les interventions tous azimuts. Nous devons lutter contre le crime organisé sous toutes ses formes, parce que la principale mission de l'autorité administrative, c'est d'abord la protection des personnes et leurs biens, ensuite le maintien de l'ordre. Nous constatons également que les activités de mototaxi parfois, cette activité a été infiltrée par des bandits de grands chemins. Il est aussi question d'éduquer nos jeunes frères dans ce métier. Le ministre de l'administration territoriale était par la même occasion porte-parole du chef de l'État, lui qui félicite déjà tous ces acteurs engagés qui ont su braver quelques obstacles tout en jouant leur partition dans une parfaite harmonie. 75 migrants en provenance d'Algérie ont été reçus cet après-midi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Il s'agit de 52 compatriotes et de 23 transitaires de diverses nationalités, tous volontairement rapatriés grâce à l'action conjointe de l'Union européenne et de l'Organisation internationale pour les migrations. D'autres précisions avec William Badier. L'avion transportant 75 migrants en provenance d'Algérie s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 13h. À leur descente d'avion, les vérifications d'usage sont de 3 ordres. Les tests obligatoires du Covid-19 au plan sanitaire, leur identification au poste de police et la récupération des bagages. La particularité de ce vol, c'est que c'est la première fois que nous accueillons des gens directement de l'Algérie. Donc à travers un vol charter, je pense que c'est quelque chose que nous devons saluer. Parmi les 75 migrants figurent 52 Camerounais et 23 transitaires de diverses nationalités, gambiennes, congolaises,
ougandaises et kenyanes. Plus de 4400 migrants que nous avons facilité leur retour, c'est grâce au concours financier de l'Union européenne que ces vols ont été organisés. Mais également, il y a ces migrants qui sont dans des processus de réintégration. Aujourd'hui, nous avons plus de 2500 qui ont déjà entamé des activités génératrices de revenus. Les opérations de rapatriement volontaire des migrants enregistrées depuis juin 2017 sont conjointement menées par l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations, des partenaires qui accompagnent le gouvernement camerounais à la gestion, à l'encadrement et à l'insertion socio-professionnelle des migrants. Parlons à présent de cette scabreuse affaire de l'assassinat du secrétaire général de la commune de Ngoro, c'est dans le Mbamekim. Le présumé assassin était présenté ce lundi à la compagnie de gendarmerie de Yaoundé, 2e ici dans la capitale. Il aurait par ailleurs assassiné une autre victime dans la zone du quartier Touguébé et commis de nombreux braquages dans des domiciles de Yaoundé. La scène racontée par Pierre Ivembe. Stupeur à la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2. Le lieutenant Pierre Ndounda, maître des sciences, présente à la presse le présumé assassin de François Ewon, secrétaire général de la commune de Ngoro dans le Mbamekim, froidement assassiné le 15 novembre dernier à son domicile. Le suspect n'a que 24 ans, titulaire d'un probatoire F4 et sous l'effet de produits stupéfiants, il a arraché la vie à un citoyen n'emportant que son porte-monnaie et ses téléphones. Le suspect était sous l'emprise des substances psychotropes. Il a l'habitude d'inhaler cela chaque fois avant de commettre les opérations. Parce que lorsqu'on effectue la battue à proximité du domicile du défunt Sier et Ongo François, on a trouvé un sac mandioc dans lequel il y avait beaucoup de ces substances-là. Lorsqu'on l'avait interpellé dans son domicile, je peux vous rassurer qu'il était sous l'emprise de ces substances-là. Le jeune Rafi a un antécédent. Il a atteint mortellement une femme, Evelyne Donfak, et blessé au bras un riverain du quartier Touguébé à Yaoundé 3 jours avant son forfait. Les populations de Touguébé et ses environs sont soulagées et sont également invitées par ces temps de fête de fin d'année à plus de collaboration. Dans la région de l'Ouest, un autre présumé malfaiteur est désormais dans les filets des fins limiers du commissariat de sécurité publique de Bamendjou. L'enquête ouverte sur des soupçons de vol de volailles va progressivement révéler que le mis en cause est en réalité cultivateur-producteur de cannabis. Nous allons à Douala pour parler culture. Le Ngondo 2020 s'annonce. La grand-messe du peuple Sawa se tient le 13 décembre. Ce sera le 2e dimanche du mois et non plus le 1er comme à l'accoutumée. Et comment donc organiser un festival dans le strict respect des mesures barrières? Voici le mode d'emploi du Ngondo en contexte de pandémie avec Rufin Kacham à Douala. Le peuple Sawa va s'adapter à la pandémie de la Covid-19 en vue d'un Ngondo 2020 qui ne soit pas un foyer de contamination. Associé aux activités de la vie politique du Cameroun, ce sera donc le 13 décembre 2020, au lieu du premier dimanche du mois de décembre, que la grand-messe de l'eau sera dite. Parmi les grands absents de cette édition, la foire du Ngondo, les visites de canton, ainsi que d'autres rendez-vous qui exigent des rassemblements. Cette année, le Ngondo fera un véritable retour aux sources. Dans ses premiers moments, tout se passait sans festivité sur un banc de sable du fleuve Vouri. On va se limiter à l'aspect religieux, l'aspect mystico-religieux du Ngondo, qui va consister en la plongée du vase sacré dans le Vouri, afin de nous ramener le message des ancêtres. Un peu comme pour dire que parfois les ancêtres eux aussi ont parfois besoin de calme, surtout lorsqu'il s'agit d'adresser une exhortation à la jeunesse. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Dans la suite de ces informations sur la lutte contre le coronavirus, nous allons ce soir mettre les pleins feux sur la surveillance
transfrontalière. Et pour les explications, nous retrouvons déjà Évariste Eyenga et son invité au Centre des opérations d'urgence de santé publique de Yaoundé-Messa. Qu'en est-il exactement de cette surveillance transfrontalière, Évariste? Vous êtes en compagnie du docteur Linda Isso pour les réponses. Bonsoir. Bonsoir. Parmi les défis immédiats qui se présentent à la coordination des opérations de la riposte contre le coronavirus Covid-19, il y a la surveillance transfrontalière. On en parle ce soir avec le docteur Linda Eso. Elle est sous-directeur des épidémies et des pandémies. Bonsoir, docteur. Bonsoir Évariste. Merci, vous êtes du ministère de la Santé publique. La surveillance transfrontalière, à quoi cela se résume en ce moment? Au moment où nous enregistrons des deuxièmes flambées de l'épidémie dans de nombreux pays occidentaux et même dans certains pays africains, il est primordial de ne pas pouvoir laisser importer de nouveaux cas de Covid-19 venant d'autres pays. C'est dans ce sens que le dispositif de surveillance et de screening qui avait déjà été mis en place au niveau des postes de santé aux frontières, que ce soit aéroportuaires, terrestres ou maritimes, est renforcé en ce moment. Vous le savez, il y avait déjà la nécessité pour les postes aériens de venir avec un test PCR d'un temps de moins de 72 heures. Cette disposition a été redoublée. On peut dire maintenant qu'il y a un double filtrage avec le TDR, le test de diagnostic rapide systématique qui se fait au débarquement des passagers dans les aéroports, dans les ports et même au niveau des frontières terrestres. Alors l'objectif est d'éviter une importation de nouveaux cas. Quels sont les premiers résultats qui vous reviennent? L'objectif est effectivement d'éviter une importation de nouveaux cas, c'est d'éviter que les cas de Covid-19 se retrouvent dans les communautés sans être pris en charge et puis ceci disséminer la maladie. Dans notre contexte maintenant, les cas qui sont retrouvés positifs au niveau des postes de santé aux frontières sont directement pris en charge selon les protocoles sanitaires en vigueur pour les cas de Covid-19 au Cameroun. Le suivi des contacts est effectif et ainsi on n'aura pas une propagation de nouveaux cas de Covid-19 au sein des communautés. Docteur Linda Isso, merci d'avoir répondu à nos questions. La surveillance transfrontalière, l'un des défis. Il y a d'autres qui pointent également. On en parlera lundi prochain. À vous le plateau. Merci Évariste. Rendez-vous pris. Et dans la suite du journal, le prix Goncourt 2020 ne sera pas du tout attribué cette année à notre compatriote Djali Amal. Le prestigieux prix littéraire français était attribué ce lundi au romancier français Hervé Le Tellier pour son roman L'Anomalie. Il est publié chez Gallimard. Hervé Le Tellier qui rafle dans la mise face à trois autres finalistes, dont Djali Amadou Amal, qui concourait déjà à ce dernier carré de fin pour son roman Les Impatientes. Et notre compatriote, il faut le dire, n'aura guère démérité. En international, nous y restons pour cet exemple de fermeté et d'affirmation de la souveraineté de l'État éthiopien. L'Éthiopie qui met en déroute les séparatistes du Tigré et reprend la main dans les régions en crise. Autour d'Augustin Guizana, notre reporter, vous allez entendre ce soir des experts internationalistes qui croisent leurs avis sur ce sujet. Au bout de 3 semaines de combats entre l'armée fédérale et le Front pour la libération du peuple du Tigré, le Premier ministre Abiy Ahmed annonce que le gouvernement a repris le contrôle de la capitale Mekele. Le recours aux armes est apprécié par cet internationaliste. L'une des missions régaliennes de chaque État est d'assurer la sécurité de ses citoyens et la protection de ses frontières. Dans l'optique de mettre un terme à cette crise, des représentants de l'Union africaine ont rencontré le Premier ministre éthiopien et ont suggéré un cessez-le-feu. Une démarche de pacification qui trouve l'assentiment de ces spécialistes des questions internationales. Dans notre entendement premier de la notion de paix, prix Nobel, c'est qu'il est le conciliateur. Toutefois, les deux experts de questions internationales rejettent en bloc l'ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Éthiopie. Ce qu'on attend des États africains, c'est pouvoir surmonter ces jeux d'intérêt. Pourquoi ne pas mobiliser les instruments que détient l'État, détenteur de la violence légitime? L'armée fédérale a donc repris le contrôle de la capitale Mekele, au nord de l'Éthiopie, et poursuit la traque
des dernières poches de résistance du Front pour la libération des peuples du Tigré. Des lauriers pour les 24e et 14e promotions de l'Institut international des assurances. La cérémonie de l'IEA, couplée à la remise de médailles au personnel méritant de cette institution, était présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Nelly Christelle Ondoa de CRTV Centre raconte. Auréolés de leur diplôme de fin de formation après 2 ans de dur labeur à l'Institut international des assurances IIA, les étudiants des cycles DESA et MSTA, 62 au total, sont désormais prêts pour le marché de l'emploi. Je suis ému pour ce résultat, cet exploit. Depuis 1972 que l'IA a été créé, il n'y a jamais eu un tel résultat, surtout venant du Gabon. Donc c'est un honneur pour moi de représenter valablement mon pays. Le plus dur commence maintenant. On va saisir les opportunités qui nous seront offertes et puis on va améliorer l'image des assureurs vis-à-vis du public qui n'est pas souvent très bon. 100% de réussite pour les 2 promotions, un exploit que l'IIA, école de référence au service des marchés africains d'assurance, créée en 1972, entend entretenir en y insufflant de nouveaux paramètres. Les perspectives, c'est déjà faire un arrimage complet au système LMD, développer des formations professionnalisées de courte durée et s'investir davantage dans la recherche universitaire en matière d'assurance. En présence des responsables de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, CIMA, et des figures qui font autorité dans le milieu, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a recommandé proactivité aux lauréats. Il y a des risques émergents, donc ils doivent également tenir compte de ça. Et puis, ils ne cherchent pas seulement à aller travailler dans des sociétés déjà existantes, mais qu'ils aient aussi en idée de créer eux-mêmes leur propre société d'assurance. Mais je suis tout à fait confiant du fait que, vu la formation qu'ils ont reçue, que ces 2 promotions tout à fait efficaces que les pays membres de la CIMA vont avoir sur le marché des assurances. Des médailles d'honneur de travail ont été décernées au personnel méritant. L'ambiance était d'autant plus joyeuse que c'était la première manifestation du genre dans le nouveau campus de l'Institut international des assurances. Et la page des sports, d'abord pour revivre le week-end des Lions indomptables engagés dans leurs clubs respectifs à l'international. Des Camerounais plutôt en forme en ce moment et principalement Vincent Aboubakar. C'est à voir avec Robert Badjek. Vincent Aboubakar est en feu en ce moment. Ce week-end, l'attaquant camerounais a littéralement porté son club à la victoire 4-3 en inscrivant un doublé. Avec les 3 buts marqués lors de la double confrontation face au Mozambique et une réalisation dans la foulée contre Istanbul Basaksehir, il en est à 6 buts lors de ses 4 derniers matchs. Une fois n'est pas coutume, le défenseur Jean-Armel Kanabik a lui aussi trouvé le chemin des filets ce week-end avec le club turc Gaziantep. C'était face à Malatyaspor, rencontre terminée sur le score de 2 buts partout. Tour de jeu pour les Saint-Or sans pour autant changer le cours du match. En Suisse, Jean-Pierre Samé y est allé de son petit but ce week-end avec les Young Boys de Berne. Victoire 3-0 des jaunes et noirs face à Lausanne. A noter également les bonnes performances d'André Onana qui a disputé avec l'Ajax d'Amsterdam son 3e match d'affilée sans encaisser le moindre but. L'OSMA reçoit son chef, le général de brigade nigérian Maïkano Abdullahi, est le nouveau président de l'Organisation du sport militaire en Afrique. Il était installé ce lundi au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense, sans écouleur, Évariste Yenga. D'abord une tradition militaire, les honneurs et la forte présence d'officiers supérieurs et généraux et des ministres compétents en matière de sécurité et de défense. Puis le général de brigade de nationalité nigériane est élevé à la distinction de grand cordon de l'OSMA par Joseph Betty Assoman. C'est le quitus pour l'entrée en fonction du nouveau président qui succède au colonel guinéen David Cabré. Je vais m'assurer durant mon mandat que tous les 54 pays africains deviennent membres actifs. L'association sportive des armées des pays africains est un instrument de promotion de la paix entre ces pays membres.
une cinquantaine. Chaque militaire a été formé dans ce couloir colonial. Il n'y avait pas de coopération. Et nous avons pensé que le sport pouvait casser ces barrières laissées par la colonisation. Le siège de l'OSMA est à Yaoundé. Hamad Kalkaba Malboum en est un ancien président et fondateur de l'association qui organise les Jeux africains militaires, la Coupe d'Afrique de football militaire, les championnats d'Afrique de boxe, de judo et de basketball. Et c'est la fin de ce 20h30 présenté avec la collaboration, préparé surtout avec la collaboration de Marlise et Noam Barga à Oumou. Vous aurez un autre journal à minuit, un journal complet présenté par Gilbert Ongene et Dieudonné Sra. Mais dans l'immédiat, dans quelques minutes seulement, retrouvez Gladys Tata et Nicole Doudou pour le journal des élections régionales. Je vous dis très très belle soirée sur notre antenne et à demain 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous.